Salut, salut. On va partager le live. Et on est à vous. Bim. L'étoile. Morad, salut. Morad, toujours là. Morad, Morad est là. Salut tout le monde. Salut Morad. Salut. Ça va? Et toi? Comme d'hab. Allez, Rami Bouraoui. Être Boubrouk, être Boubrouk. Bon, en global, être Boubrouk, c'est bon. Ça va toi? on fait aller. À part qu'il pleut à torrent. Oui, en France, ouais. Donc c'est pas un temps à mettre Morad dehors. C'est ça? Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Saouli, salut Abdullah, Mehdi, Mohamed, Damoun, bonne fête. Toi Ismaël, salut. De toute façon, toi Ismaël, même si tu l'invites, il ne monte pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Il Yachem Meskin, Yachem. Mourouk, Il n'est pas le seul, j'ai pas compris pourquoi. Il regarde de loin, sans intervenir. c'est normal, c'est normal. Tu es disponible pour ta caméra ou pas? باش يشوفوك الناس ولا راك تكمي؟ Non, non, non. صحيح تسمعين. قال لك صح. باش زعما كيسمعوا كاين قال صح بونجور صحيتكم. Salut Smaïn, comment vas-tu? De loin, hein? ينقب ينقب. يقرعج comme dirait l'autre, يقرعج. Bon, Smaïn, au moins ça a quelque chose, même si tu veux pas monter. Au moins tu tapotes sur l'écran, tu likes. Comme ça, tu fais partager le live, tu donnes de la visibilité. Yalim Lapointe, tu connais Mihoum? Lequel Bouchama? Oui. Oui, je connais. صحة عيدكم مرادين مراد ميتشيل وكل الحاضرين. Merci Fari, de même. Merci Fari. N13. Ah, voilà. Ah, Smaïni, il a aimé le live. Il a tapoté. Ce doigt que tu utilises de temps en temps pour curer ton nez, au moins tape sur l'écran, après tu nettoies l'écran, Smaïni. Ton gros nez. Ah, tu vois, on te donne la possibilité voilà, on va t'inviter à monter. Damoun, salut. Salut, salut. Salut Damoun. Faisal. Amine Mazel. Tu pars, ah oui, il est 17h, tu pars vers 18h. 18h30. Il y a eu Double Blanc qui nous a fait une belle vidéo, hein? Je l'ai vu, ouais. Elle est belle, ouais. Ouais, il confirme que la Terre est plate, hein. En rigolant. Effectivement. Là, tu vois qu'ils ont survolé la partie de l'Antarctique et dans. Ah, laisse. Chahine 92. Et Saïda, quoi. Alors, notre ami. Ben West, salut Ben, tu es rentré de Montréal. Salut Abdel.
bientôt, mais si je pars avec de la pluie, mais au contraire, la pluie, ça sert à laver les avions, donc c'est bon, tu pars avec la pluie, il n'y a aucun problème. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, l'aviation ne s'arrête pas, ma traffe. Sarah, ma fille, unique amour, salut, Sarah comme Max de Vaud, pourquoi? Bonjour, pourquoi la 330 a du mal à partir? Non, elle a du mal à monter, tu veux dire? Ou non, ça dépend de sa masse du jour. Mais sinon, non, même quand il est full et qu'il a du fuel pour faire de longs trajets, il va au niveau 370, 390 à l'aise, Bon, il monte à l'aise, oui. bien sûr. Bon, Belek, il y a eu des. Belek, lui, il a dû assister à un changement de niveau et donc il pensait que cet avion ne montait pas. À partir du 330, Belek, il y avait des qui peinaient à monter, mais sinon, sans plus. Non, il n'y a pas une raison particulière. L'avion, c'est. Ah, ouais, tu vas prendre ASL. Oui, alors. C'est une compagnie normale qui travaille, qui fait des vols. L'avion, le moyen le plus sécurisé pour voyager. Tout à fait d'accord, Moon. Ben ouais, salut. Salut. Tu es rentré de Montréal, apparemment, non? C'est important. Est-ce que le pilote de notre président, c'est toujours le même ou ça change souvent? Le 340 de la présidence a son équipage. C'est un équipage constitué d'un commandant et d'un copilote. Et je pense que. Bon, là, ils sont combien? Ils sont quatre ou là, ils sont Ils deux? sont 6 à peu près. Sans Yaba, ouais, Et, un équipage de deux. et ils partent tous dans le même avion avec Voilà. le président. Donc, voilà. Moi, Didou, Sarah et Duck. Voilà, Benoît s'est rentré de Montréal en Rangam. JB est là, salut JB. Ah, il vient de monter. Salut JB. Salut les amis, ساعدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. Oui, merci. Merci, JB. On n'a pas tué le mouton, mais ça fait rien. Non, nous, on est pour la non-violence. Donc, JB, voilà, d'horizon, merci. Bonjour, Lies, Cara. Est-ce que tu penses que le pilote n'existera pas du tout à cause de l'automatisme? Pour Abdel, ça c'est Abdel. Ben, il y a des études qui sont faites dans ce sens. Ils essaient d'accélérer le process, mais bon, à mon avis, c'est pas demain la veille que ça va se faire. Ça va prendre du temps. Encore une fois, allez, on va être gentil. Dans 350 ans, ça pourra se faire. Pas demain. Donc le pilote, il a encore de beaux jours devant lui. Et ceux qui veulent faire un pilote, ils ont qu'à le faire et ils ont encore de beaux jours devant eux. Et une belle carrière devant eux, s'ils le souhaitent. Bonjour, c'est Karima. Je voulais vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Merci Karima. Quelle est la durée de congé des On pilotes? envoie 45 jours par an. 45 jours par mois, par an. Donc c'est le 13e mois normalement est payé. C'est ça ce qu'on appelle le 13e mois. Le 13e mois qui est Puis payé. on les prend comme on veut. Mais le Comme mieux, on c'est veut. quand on a 30 jours par mois de congé. N'est-ce pas, Nordine? Ah, je suis. I agree with you. Yes, indeed. Oui, j'y vais. Ça, c'est les meilleurs. Les congés 30 jours par an, par mois plutôt, c'est excellent. Mais bon, Ah, c'est pas toujours du congé. Moi, aujourd'hui, cet après-midi, enfin aujourd'hui, dans la journée, j'ai travaillé sur une prochaine vidéo pour expliquer l'importance, tout ça. Bon, j'essaye de faire quelque chose. Au moins, je donne un sens à ma vie, quoi. Comme on est en train de faire maintenant. et Voilà. tu as bien raison. Ah, non, aujourd'hui, j'ai donné sens à ma vie. J'étais invité chez un ami ici. On a fait un barbecue, on était bien, on a rigolé, voilà. C'est ce qu'il faut. Tu as donné un sens à ta vie. Voilà, c'est bien.
Morad, ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit le mois, un mois, 45 jours dans l'année, et on le prend comme on veut. C'est, Oui, mais il faut le dire trop vite. Voilà. tu, en fait, l'IS, voilà, c'est 45 jours dans l'année, mais il faut savoir qu'il y a des pointes dans une compagnie et que le pilote demande ses congés et c'est pas toujours évident qu'ils soient octroyés parce qu'il y a du monde d'abord. On peut pas donner des congés à tout le monde en même temps. Donc, il y a des vœux. Les pilotes prennent leurs congés en fonction de leurs besoins de congés, surtout quand ils ont des enfants en bas âge ou là, quand en dehors des heures, enfin des mois de trucs de scolarité. En général, c'est ce qui se fait communément. Voilà. Je voudrais juste qu'en privé, puisque hier, elle m'a demandé de transmettre ses amitiés à mon épouse, je voudrais juste qu'en privé, Morgane Gigi me dise qui elle est, parce que j'en ai parlé à mon épouse, mais Morgane Gigi, on ne peut pas savoir qui c'est. Voilà. Moi non plus. Donc, voilà. Je connais, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Voilà. Bon, ben, si elle veut bien en privé ou bien sur Facebook ou quoi, me dire son vrai nom de manière à ce que je puisse transmettre à madame. Voilà. En tout cas, elle est là dans le chat et bienvenue à elle. Est-ce que c'est un domaine fatigant? Le travail de pilote, oui, mais c'est une fatigue gérable, comme tous les métiers qui sont fatigants en réalité. Mais quand le pilote se sent fatigué, ben, il pilotera pas, il dit je suis fatigué, il va pas travailler. Mais voilà, donc si tu veux ta question, est-ce qu'il est fatigant? Oui, il est contraignant, c'est un métier à la longue pénible mais agréable. Donc il a ses côtés positifs et côtés négatifs. Donc il faut savoir bien gérer son temps et bien gérer sa santé pour pouvoir le faire. Tous vos plans de vol sont établis. Très important ce que tu viens de dire. Savoir gérer sa santé, c'est un métier qui demande une bonne hygiène de vie, parce que sinon, ben, on a beaucoup de difficultés. Exact, Déjà la visite médicale et voilà. tout à fait. Tous vos plans de vol sont établis en fonction de Jetstream. Non, pas spécialement en fonction du Jetstream. Les plans de vol sont faits et sont déterminés par la compagnie, donc ce qu'on appelle le dispatch, en fonction des autorisations qui peuvent être octroyées sur de passages de pays et des créneaux horaires affiliés, enfin octroyés à ces vols. Et ils sont transmis au pilote qui va normalement, bien sûr, les respecter durant tout son vol. Voilà. Mais le jet stream est une aide, si tu veux, le jet stream. Les pilotes, des fois, sont contents d'avoir un jet stream parce que ça les pousse plus, les vents sont plus importants en vent arrière. Bon, voilà, les pilotes, c'est comme le carburant fossile. Les pilotes sont comme le carburant fossile. Ça, ça par contre, ça m'étonnerait, mais Salut et Michel. Michel, j'ai l'impression qu'il a des difficultés avec. Ouais, c'est bon. Salut Michel. Salam alaikum, bonsoir. Salut, salut. J'avais un problème avec le micro, j'arrivais pas à le désactiver, donc On avait bonsoir. Azul, Michel, Shalom Azul, JB, Morad, Azul. Moudine, Azulation, Azul. comment ça va? Bonne fête pour ceux qui sont concernés. Saïdkom, Saïd. Ça va Ah, être Norden, aussi. je sais pas si tu as vu, il y a quelqu'un qui te dit, j'ai entendu parler d'une sortie de piste d'un Airbus 330 à Pékin avec le commandant Belgedge. Il Non. n'y a pas eu de sortie de piste à Pékin. Je sais que Belgedge aujourd'hui a décollé avec Sheridan sur Pékin. Il part d'aujourd'hui, ça? Alors, je ne sais pas, Non, animal, mais il n'y a pas eu de sortie. Jusqu'à présent, pas de sortie de piste de 330 à Pékin. non, ben, qui fait. Attends, j'ai pas vu la question, mais je pense qu'il fait référence à une ancienne histoire et que c'était pas une sortie. C'était à Orly. On dit c'était pendant
la sortie high speed, donc ça, il avait des C'était le copilote qui roulait. celui qui roulait, donc et voilà, et depuis, on dit au Ah, copilote. il t'a dit, ça fait quelques années. Oui. Non, ce Voilà. n'est pas Animal, ce n'est pas à Pékin, c'était Orly, c'était le copilote qui roulait à l'époque et d'où après on laisse plus les pilotes rouler. Et encore, bon, si tu veux, même son roulage n'était pas excessif. Le problème, c'est que c'était la vitesse qui avait dépassé 36 nœuds, alors qu'en sortie high speed, c'est maximum 36 nœuds. Donc, ils ont fait, sur un ripage, ils ont glissé. C'était une glissade beaucoup plus. C'était pas une sortie de piste, c'était une glissade sur le taxiway qui a fait que le train gauche s'était embourbé, mais ils ont tiré l'avion tout de suite, hein. Donc, Et il faut savoir que aussi le pilote avait donné deux impulsions et il faut pas oublier que sur 330, une impulsion plus une impulsion, ça s'additionne et ça donne un grand coup. Alors, il faut donner une impulsion et attendre la réaction. alors, Malheureusement, le pilote a mal réagi, il a donné une impulsion, il voyait que ça ne venait pas, il a donné une deuxième impulsion. maintenant, moi, là, des questions pour toi. En compagnie, qui c'est que tu as appelé princesse? Oh là, je perds la mémoire, Nordin, hein, 63 ans. Princesse, Je veux dire, oui. elle a dépassé le statut de reine, si tu l'appelais princesse. Non, non, Et attends, c'est moi c'est à qui moi qu'elle perds la s'adresse, mémoire. hein? C'est à Non, elle moi s'est qu'elle s'adresse. adressée à Non, elle a moi et dit elle s'adresse Morad. à toi. Mais elle Ah, a dit d'accord. Morad. Moi, il y a personne que j'appelle princesse, hein? Mais Attends, JB, elle te dit que tu connais très bien, toi aussi. non, non, JB, non, JB, elle ne s'adressait pas à toi, elle a dit un indice. D'accord, d'accord. Morad, avec M-O-R-R-D, A-D, Ok, m'appelle. oui, d'accord. Autant pour. Donc voilà. Et elle dit aussi que je connais bien. JB, elle te connaît bien. Donc, c'est Oui, une elle connaît, collègue qui nous connaît elle connaît tous tous. et qui veut pas se dévoiler. Bah, Carrément, c'est mon Aoumraoui maintenant, hein? Ah, ah, ça va loin, là. je pense pas Ouais, que, c'est avec précision. je pense pas qu'elle ait été voilée à un moment donné de sa vie, puisque on l'appelait princesse, donc non. Et je pense pas que C'est des mille et une nuits, hein? Elle portait un voile, hein? ça avait quelques années de vie. Razad, elle avait un voile très, très vaporeux. Oui, bon, si ça fait quelques années, écoute, là, elle n'a plus le statut de princesse, hein. Elle doit être reine et Maintenant, plus. maintenant c'est la reine-mère. On rigole, Morgane, hein. Tout le respect. On rigole. Wesh, ça sent le barbecue dans le live, hein? Hichem, t'as fait, hein? Non, c'est peut-être parce que, attends, je sais même pas, il est 17h18, donc les gens, ben là, ils se remettent de leur sieste, ou là, ils ont été présenter des vœux à leurs parents, ou des déplacements, pour la famille, tu sais, c'est vrai, hein, c'est que des fois, il n'y a que Touati qui a fait une apparition comme ça, il a donné 2 likes et il est parti. ديروا لنا لي لايك وما كليكيو دبل كليكيو باش يطلع Voilà, شويه هاي. Lorenzo 34, hola amigo, hola. Alors, y a-t-il des questions dans le chat? Si vous avez tout compris, c'est bien. J'aimerais bien que nous informiez un petit peu de beaucoup de choses parce qu'on est là pour apprendre nous aussi. Du comportement, du partage, de beaucoup de choses. Saha, Zakaria, Mahfoud, Saha. Et c'est pas pour froisser qui. Diminuer un petit peu des Sahaïdkoum et poser des questions. Les gens sont là disponibles pour Il y ça. aura que du Sahaïd qu'aujourd'hui, Nordin. Non, Saïd, ça peut être une introduction. Saïd comme est-ce que, voilà, ça peut être ça, c'est pas, ça Il y dérange pas. a Avgeek qui m'a dit qu'il était pressé de rejoindre le live. Tout à l'heure, il m'a écrit. Donc, il devrait arriver certainement avec des questions. Oui, lui, je te jure que je le connais pas physiquement ni rien, mais je vois le passionné, je vois le gars qui est passionné, qui rentre dans les bouquins, qui cherche, qui consulte, qui est sur Internet, c'est bien, hein. Tu as Farid Bouazza aussi. Farid Ouais, Bouazza qui pose beaucoup de questions. Et Mahiddin.
D'ailleurs, on le salue. Mahiddin. Oui. Loana, il vient de dire Bonjour. bonjour, là. Alors, on lui dit bonjour. Est-ce que vous avez bien passé votre journée? C'est une question, non? Oui, c'est une question. On a passé une excellente journée comme les autres journées. C'est-à-dire, pas de problème. Hein. On passe toutes nos journées bien. Hein. Allez, tu as une question. Comment calculer la densité à partir d'une masse volumique d'air? Ça, c'est pour Eh JB. ben, oui. Alors, on se rappelle. Attendez, j'ai un appel téléphonique. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, quelle différence entre le 330-200 et le 330-300? Le Alors, 300 et le Jettison, 330-300, il n'a pas de Jettison et il prend plus de passagers et que le 330-200. le 200 prend plus de fuel puisqu'on a un réservoir central, Les erreurs centrales, déjà. voilà. Et il est plus petit en taille. Exact. Voilà. Omar Besbes, c'est bon, ça a répondu à ta question ou pas? À quelle vitesse le pilote décide de décoller? C'est pas lui qui décide de décoller. Bon, la décision, bien sûr, elle est la vitesse qui lui est donnée, ce qu'on appelle la vitesse critique d'arrêt décollage, ce qui est la V1. À cette vitesse-là, il ne touchera plus à rien. Et ensuite, il y a la vitesse de rotation. Sur une piste sèche, elle est généralement aux alentours de V1, il y a V1, VR, V2. Et sur une piste mouillée, il y a V1, donc il y a un espace de vitesse, et ensuite il y a la vitesse de rotation. Et ça, c'est calculé par le calculateur qui englobe toutes les performances du jour, que ce soit piste mouillée, avec ou sans problème, avec ou sans reverse, et on intègre tout ça, et le calculateur donne la vitesse à laquelle le pilote va décoller. C'est pas lui. Modèle, on peut lui rajouter conditions du jour, température, altitude du terrain, la Voilà. pente de la piste, le poids de l'avion. Toutes les données, voilà, toutes les données du Voilà. jour. Utiliser un 330 pour des courtes distances d'Alger-Casa ou Alger-Londres est-il mauvais pour l'avion? C'est pas qu'il soit mauvais pour l'avion, mais c'est pas fait pour ça. Quand les avions ont été créés par le constructeur, c'est pour faire des longs courriers, pour aller le plus loin possible et traverser l'Atlantique, et etc., etc. Maintenant, il se trouve qu'une compagnie peut utiliser ces avions-là. Qu'est-ce qu'il risque? À long terme, il est en train de bouffer sur ce qu'on appelle le potentiel, le cycle du train d'atterrissage et du potentiel avion. Maintenant, si c'est rentable pour lui dans une période bien donnée, pour la compagnie, si c'est rentable pour elle pour une période bien donnée, elle peut faire du remplissage pour faire des allers-retours comme ça, avec 1h30 d'escale sur Casa ou la longue. Longue, c'est 2 heures à peu près, 2h10, 2h15 hein, la partie d'Alger. À long terme, oui, ça peut fatiguer et utiliser les cycles. Mais toujours est-il que la compagnie fait ce qu'elle veut de ces avions-là, dans la mesure où elle va les rentabiliser le mieux possible. Célim, bonjour. Célim, Alors, me voilà de retour. voilà. Alors, comment calculer la densité à partir de la masse volumique? La densité étant une mesure sans dimension, pour calculer la densité de quelque chose, il faut prendre une masse volumique de référence. Alors, quand on prend par exemple un liquide, la masse volumique de référence, c'est l'eau, c'est-à-dire 1 kg par litre. Donc, pour avoir la densité, eh bien, on fait tout simplement la masse volumique de ce qu'on veut mesurer, mettons une masse volumique de 0,5 kg par litre, par exemple, que l'on divise par la masse volumique du liquide de référence, par exemple l'eau. Donc à ce moment-là, si on prend un liquide dont la masse volumique est de 0,5 kg par litre, et ben ça va faire une densité de 0,5, puisque 0,5 divisé par 1, ça fait 0,5. Pour l'air, on prend, pour l'air en météo et en aéronautique en général,
La densité de l'air, on la prend par rapport à la valeur de la masse volumique de l'air à l'altitude zéro dans l'atmosphère standard. Un jour, j'expliquerai ce qu'est l'atmosphère standard. C'est une table de valeurs qui représente les valeurs à peu près communes et moyennes dans l'atmosphère. Et donc, quand on veut calculer la densité de l'air à n'importe quelle altitude, on prend sa masse volumique et on la divise donc par la densité, par la masse volumique de l'air au niveau zéro, au niveau de la mer, en atmosphère standard, c'est-à-dire sous 1013,25 hectopascales de pression et 15 degrés Celsius, et la masse volumique de l'air dans ce cas-là est de 1,225 kg par mètre cube. Donc pour avoir la densité à n'importe quelle altitude, on va diviser la masse volumique de l'air à cette altitude par 1,225 et on aura la densité. Voilà. Ça va, Omar, c'est bon. Omar, en plus, tu avais posé une question que j'avais vue plus loin, c'était est-ce que la vitesse lors de la rotation varie-t-elle selon le poids de l'appareil? Oui. Comme on avait dit précédemment pour la V1, donc V1, VR, V2, c'est en fonction de tous les paramètres du jour concernant cet avion, c'est-à-dire la masse, le poids de cet avion, les conditions du jour, le QNH, la température, tout ça, la longueur de piste et tout. Donc tout ça sont computés par l'iPad qui est donné ou bien le système embarqué et qui ressort par le FMGEC un packaging de vitesse, donc V1, VR, la vitesse critique, la vitesse de rotation et la vitesse la V2. Voilà, donc en fonction des paramètres du jour. Lorenzo, no pienso que estoy el mejor, pero tengo amigos aquí, están mejor que mí, particularmente Jimmy Moura. Pas compris, mais j'ai juste entendu mon nom. Qu'est-ce que tu maquilles? Il m'a dit, tu es le meilleur. Je lui ai dit, non, je ne pense pas que je sois le meilleur. J'ai des amis ici qui sont meilleurs que moi et surtout JB. Mais non, mais non, mais non. Alors. Le poids des passagers, il est calculé de manière statistique. Quand on calcule le poids de l'avion, ben, ça dépend des compagnies. On prend 80 kg ou 75 kg ou 85 kg, ça dépend. Mais c'est des statistiques que l'on fait. Et c'est des systèmes de mesure et on prend un poids standardisé. Voilà. Alors, pourquoi on pressurise des bâches hydrauliques pour les avions volant à haute altitude? Non, c'est des bits du 3000. Pour éviter la cavitation dans les tubulures, tout simplement. Imagine ce qui se passe dans un corps humain. Tout est fluidifié, il y a des anticoagulants naturels et donc ça fluidifie. Et quand il y a un problème de coagulation, on prend un anticoagulant, donc c'est pareil. Donc, pour Non, éviter. mais aussi, c'est comme le chauffage central. Il y a de l'air. Quand il y a de l'air qui passe, tu as des bulles d'air qui te bloquent la canalisation d'eau chaude et tu as une partie qui est chaude, une partie qui est froide. Exactement. Et il y a Et la Boisa qui cavitation dans revient. les tubes. Voilà. Voilà. Les aliments consommés en vol changent-ils de goût avec l'altitude? Personnellement, je n'ai pas fait le constat, Norden. Oui, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. D'ailleurs, les gens qui préparent les plats le savent. Ils sont obligés de rajouter quelques ingrédients pour donner plus de goût De saveur et de goût. aux aliments. Par exemple, le sel, etc. Parce qu'il faut des exhausteurs de goût. Parce qu'en fait, comme il y a moins d'oxygène, apparemment, nos papilles gustatives sont moins sensibles. Morad, c'était un concasseur, il n'a pas de ventre, il a un concasseur et il n'a pas de préparation. Il bouffe, Marc. Même Morgan Gigi, elle a dit pas du tout, hein, c'est une ex-CCP, donc tu vois que... Elle était comme Ouais, toi, c'est pour ça que tu l'appelais princesse. Ouais, ceci explique ça. C'est pas moi qui le dis.
J'ai lu l'autre jour un article justement sur la préparation, parce qu'il y a des compagnies pour leur première classe, c'est des grands chefs qui préparent la bouffe, etc. Et il disait qu'ils font des arrangements qui sont différents de ceux que l'on fait quand on mange dans un restaurant, parce que justement le goût est altéré en altitude, voilà, par le fait de la sous-oxygénation. Ben, tiens, Omar qui donne une information, il rajoute du glutamate de sodium aux aliments. Probablement, je ne sais pas. Bon, nous qui m'agalent que on a une belle eau, mais bon, on n'a jamais. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'intoxication. Pendant 40 ans que. C'est le goût, Et c'est le, la qualité gustative qui est différente, qui est altérée. et bon, il y a aussi, tu sais, quand tu es fumeur, JB, c'est pas la même chose que quelqu'un de non-fumeur. Il y a pas C'est clair, de... parce que quand on s'arrête de fumer, on goûte mieux les aliments. Exactement. Exact. Est-ce que le clapet anti-retour a le même principe d'une diode électrique, Bilal? C'est Bilal, le clapet anti-retour. Absolument. C'est exactement le même principe, mais c'est en hydraulique avec des fluides. Voilà. Alors, moi, j'ai dit, j'ai vu ça dans un documentaire. Ben, on te croit, hein. Salam alaikum. On dit, dès Mobrouk, dès Mobrouk. Merci, Michel. Allez, qui c'est qui veut monter, nous raconter son prochain voyage ou une question en live? On a un déjà qui voyageait sur ASL. Ouais. J'ai proposé hier, JB, j'ai proposé à ce que, ben, je ne sais pas si tu l'avais entendu ou pas, j'avais demandé à ce que d'abord une qui consulte tes vidéos déjà parce que c'est explicatif, et deux, de faire monter le nombre de followers pour que tu puisses ouvrir ta caméra parce que ils aimeraient bien te voir en live. Voilà, il est torse nu et il a la cigarette au bec, il ne veut pas monter. Comment ça, là, bon. Mais il faut avoir combien de followers pour 1000. 1000 pour la caméra. 1000? 1000. Pour le guest, tu peux monter là dans le guest, même à zéro quand tu es en Algérie. Mais il Ouais. faut avoir 1000 pour monter, pour ouvrir la caméra. 1000. قلنا المراد يسلفنا ميل ياك مراوي. عطينا ميل انا Matécom, ومراد. c'est Voilà. Voilà, t'es parti de zéro, il est à 13 000 et quelques. avec عطينا ميل بزاف. plaisir, avec plaisir, انا مونك 700. Non, toi, tu as le deuxième avec compte. plaisir. Arrête. Michel, tu as le deuxième compte. نو مي موا جو هذا شغل هذا يطلع بيان. Moi, j'en ai combien là? Je sais pas. Moi, je 480, suis je pas pense. fort sur hein? T'es pas loin, t'es pas loin, t'es pas loin. T'es pas loin. C'est-à-dire. Tu es pas loin de 1000. Tu as 450 ou 400. Ah, d'accord. 80. Donc, il suffit qu'aujourd'hui, dans le chat, les gens te font grimper des trucs, ils te font des follow, c'est bon, ça va. Mais est-ce qu'il faut que, pour qu'ils deviennent mes followers, il faut que je les accepte? Ou bien simplement le simple fait qu'ils ont commencé à me suivre, ça Qui te suffit? suivent, ils te suivent directement, C'est même pas la peine de JB. faire un retour. Maintenant, si tu veux faire un retour pour interagir ensemble en aparté, il n'y a pas de problème. Mais sinon, le fait d'être suivi, qu'il soit follower, donc tu pourras, sur demande, ouvrir ta caméra ensuite. D'accord. Très bien. Les 737-600, les plus anciens de Boeing. Et oui, il y a aussi autre chose. Si ton compte est privé, il faudrait que tu acceptes. Parce que des fois, si tu as configuré un compte et tu as mis compte privé, il faut que quand quelqu'un demande d'être ton follower, il faut que tu acceptes. C'est pas la peine de suivre en retour, mais tu acceptes au moins le follower. Quand je vais voir ça, je sais même pas comment. Oh, l'arrête, je sais même pas comment j'ai fait mon compte. Alors, Si tu as mis compte privé, là, à ce moment-là, alors même si tu as 450 followers, ça veut dire que
où tu as autorisé donc là qu'ils te suivent, où il est ouvert et que les gens passent à côté, c'est-à-dire ils te voient dans le guest et ils voient tes vidéos et trucs. Bon, mais bon, ça va venir. 737-600, les plus anciens de Boeing que Air Algérie possède 20. Et un peuvent-ils encore voler? Oui, ben les 37-600 volent encore. Encore une fois, la durée de vie d'un avion dépend de sa maintenance. Sa maintenance, ses moteurs, son utilisation. Voilà. Donc, c'est pas, si tu veux, c'est pas. C'est vrai qu'il y a des compagnies qui gardent des avions, allez, 8, 10 ans, 12 ans, et ils changent. Mais ça, c'est une politique compagnie, où ils le revendent en leasing, où ils le remettent à une autre compagnie pour le cost, mais il y a des compagnies qui gardent leurs avions et qui leur assurent une maintenance pérenne de 20 jusqu'à 25 ans. Ensuite, bon, ils changent. Voilà. Le refroidissement du liquide hydraulique pour Bilal, le refroidissement du liquide hydraulique se fait dans les réservoirs de carburant. Il y a des échangeurs thermiques et qui nous obligent d'ailleurs à avoir une certaine quantité de carburant dans certains réservoirs minimum pour opérer le circuit hydraulique. Si ma mémoire est bonne, sur 727, on devait avoir, pour l'hydraulique A, on devait avoir au moins 900 kg dans le réservoir numéro 1, c'est-à-dire dans l'aile gauche, pour opérer le circuit A, et je crois 450 kg dans le réservoir 2 pour le circuit B. Mais les valeurs peut-être, enfin les 900 kg je suis sûr, mais l'autre ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Farid Bouaza, quelle est la différence entre l'aviation et l'aéronautique? L'aviation, c'est l'industrie, c'est l'ensemble de l'industrie, etc. Alors que l'aéronautique, c'est la science des avions. C'est quoi les mots thermiques? JB, allez, vas-y. Alors, je me souviens que en météo, on calculait différents vents. Il y avait le vent du gradient, il y avait le vent thermique et il y avait le vent géostrophique. Le vent thermique, si ma mémoire est bonne, mais je n'irai vraiment pas plus loin parce que j'ai oublié, le vent thermique, il se calculait comme étant une fonction du gradient de température entre deux points. Mais je ne serai pas affirmatif là-dessus. Je ne serai pas affirmatif. J'ai oublié. J'ai jamais plus enseigné la météo, donc parce que là c'est vraiment de la météo pure. Hein, voilà. Exact. Par contre, Nordin, on a une question difficile, c'est Euh, euh, Better, quel est le meilleur outil pour convaincre notre diaspora à utiliser notre compagnie? Je regardais, non, on parle d'aviation, on ne parle pas de à ce que les gens prennent la eh ben compagnie. non, non, attends, Bon, puis après, si tu as une réponse, je vais te dire, vas-y, je vais hein. te dire, je vais te dire, un des moyens. Nous, on a travaillé dans cette compagnie. Mourad travaille toujours dans cette compagnie. Michel est un utilisateur de cette compagnie, même s'il est en aparté, on parle de l'aviation en général, mais on en parle de notre compagnie dans laquelle on a travaillé. On n'a pas l'air d'être des malheureux. Voilà, si ça peut pas convaincre, mais je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'être convaincus pour utiliser notre compagnie. Et je pense qu'ils utilisent, notre compagnie entre les différents pays dans lesquels ils vivent. Donc voilà, c'est pas une question de convaincre ou pas. Maintenant, en tant que client, qu'il soit diaspora ou pas, il va faire son étude et s'il trouve des billets moins chers ailleurs, eh bien, il ira moins ailleurs. S'il trouve un service meilleur au niveau de cette compagnie, ben, il prendra cette compagnie et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche. Il a le choix. Donc, Alors, regarde, moi j'ai un argument, on va manquer à tous nos principes. Hein. On avait dit qu'un pilote c'était quelqu'un d'humble, etc., etc.
Bon, alors on va manquer à tous ces principes et on va dire voilà, les trois commandants de bord qui sont sur ce live, donc Nourdine, Mourad et moi, nous avons formé pas mal de pilotes d'Air Algérie. Donc si vous considérez qu'on est des bons, qu'on connaît bien notre métier, dites-vous que nous avons formé plein de pilotes à Air Algérie. Voilà. Et ben, voilà. Est-ce que ça t'a convaincu, Lourdine? Edine, Edinburgh. Je ne vois pas qu'est-ce que Bilal veut dire. Une question pour JV pour calculer la variation d'une incidence sur un single engine. Alors, il faudrait mieux qu'il précise sa question parce que je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il parle de l'incidence, enfin, d'abord, est-ce que le single engine, à quel moment? Au décollage, en croisière? Est-ce que tu parles du pitch? Probablement tu dois parler du piste, ou bien tu parles, oui, mais d'habitude que tu précises, si Bilal, je pense qu'il va le faire. Concept pratique en météorologie pour calculer la variation du vent entre deux altitudes. Alors ça, c'est un problème de météorologiste. C'est pas notre problème à nous. Nous, par contre, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le Wind Altitude Trade. C'est-à-dire que on voit si en montant ou en descendant, on va avoir une meilleure vitesse sol compte tenu, d'une part, qu'en montant avec un Mach constant, on va avoir une vitesse propre qui va diminuer, mais si on a plus de vent arrière ou moins de vent en face, il peut être rentable de monter. Comme des fois, il peut être rentable de descendre. C'est ce qu'on appelle le Wind Altitude Trade. Mais nous, en fait, ce qu'on a sur nos cartes, on a des vents à différentes altitudes. Alors, on va essayer de voir est-ce que c'est rentable de monter ou bien de descendre en termes donc de consommation de distance. Donc, à ce moment-là, on parle de consommation de distance et consommation par 1000 marins. Voilà. C'est tout un calcul. Bon, maintenant, ça se fait par ordinateur, bien évidemment. Mais ça reste quand même un calcul. Bilal, quelle incidence critique? Tu veux dire, si tu perds un moteur au décollage, donc quelle est l'incidence? Quel est le pitch à ne pas dépasser pour ne pas décrocher? C'est toujours pas clair chez moi. Je sais pas. Toujours pas clair chez moi. L'incidence critique. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire par quoi? Tu veux dire quoi plutôt par incidence critique? Et moi, ils ont dit que nous avons les trucs là d'ici, la vidéo service social sur cette PS sera parfaite. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est dit. L'hydrogène sera un des carburants pour décarboner l'aviation, mais quelles seront les contraintes? Ben, l'hydrogène est en train d'être à l'étude pour doter des avions. Le premier, normalement, qui est prévu en ligne commerciale, c'est en 2035, 2030-2035, si mes souvenirs vont 2035. Et soi-disant, à partir de 2050, ce sera généralisé. Mais il y a encore du chemin à faire parce que pour faire de l'hydrogène, il faut quand même du fossile ou de l'électricité et tout. Donc, courage. Décarboner en polluant, ça, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas. C'est comme les voitures électriques. Je crois. Nordin, il y a une étude récente, je l'ai lu un article la semaine passée, et il trouve que l'avion pollue moins actuellement que les voitures ou autre chose. Donc il y a moins de pollution par avion. C'est une idée que les gens ont en tête que les avions polluent, mais en fin de compte, c'est les moins pollueurs. Ce qui les inquiète, les gens, quand ils voient les traînées de condensation. Donc, des fois, quand c'est. Ça, c'est les chemtrails. Euh, il y a aussi encore, comme la Terre est plate. Oui, mais non, c'est Voilà. pas que ce soit surtout pour ça. Je pense qu'ils voient beaucoup de. Sur des pays où il y a beaucoup de trafic, comme en Europe et tout, ils voient beaucoup de sillage comme ça quand il fait beau, et ils ont l'impression que c'est de la pollution.
C'est de la traînée de condensation. Et comme disait Gilbert la dernière fois, en mer, les bateaux polluent encore plus en des gaz quand ils font des dégâts. Dernièrement, dommage, j'aurais dû t'envoyer l'article. Il parlait sur la pollution et il disait que l'avion polluait moins. Oui, Avec tout le nombre d'avions qu'il y a, l'avion pollue moins, vu le nombre de passagers transportés dans un avion et ils ont fait la comparaison, les gens qui transportent par bus, par voiture, etc., et même par bateau, l'avion était le moins pollueur actuellement. consommation horaire de 32, c'est combien? On consomme 5 tonnes à l'heure pendant les 4 premières heures, et la 5e heure, on passe à 4 heures. Mais c'est un long courrier, on ne peut pas comparer à un jet qui est un moyen courrier. Et Donc c'est court du courrier, 2,5 alors que le 330 heures. est un long courrier. Ouais. Donc Alors, c'est du pour 2,5. répondre à Bilal, pour essayer de répondre à Bilal, pour l'incidence critique, que ce soit un monomoteur ou un multimoteur, c'est toujours la même chose. C'est fonction de l'aile qu'il a, du profil d'aile qu'il a et des volets hypersustentateurs qu'il a. Elle est donnée en fait. Si elle doit être donnée, elle pourrait être donnée dans le manuel de vol de l'avion. Mais bon, à partir du moment où il n'y a pas d'indicateur d'incidence à proprement parler dans l'avion, euh, elle n'est pas donnée au pilote, puisque le pilote peut pas la mesurer. Donc, elle ne peut pas mesurer cette incidence. Mais il faut savoir que de toute façon, c'est à cette incidence, et un peu avant cette incidence, que l'avertisseur de décrochage retentit, d'une manière générale. Donc, On- voilà. JB, Mais on peut sinon, parler de l'assiette de l'avion. Non? Ah oui, JB, mais on peut l'assiette ne parler de veut rien dire. l'assiette. Voilà, ne L'assiette ne veut veut rien rien dire. dire avec l'incidence. Voilà. Voilà, l'incidence, elle est Voilà. calculée par rapport à l'aile. C'est Oui, tout aérodynamique. à fait. Tout à fait. Voilà. Il faut se rappeler juste que l'incidence, c'est l'angle formé entre la trajectoire de l'avion et la corde aérodynamique de l'aile. La corde aérodynamique de l'aile, c'est la ligne droite qui joint le bord d'attaque au bord de fuite. Stop et fin. On peut arriver à l'angle d'incidence critique dans n'importe quelle configuration, quel que soit le pitch. On peut être en descente et décrocher, on peut être en montée et décrocher, on peut être en palier et décrocher. Tout le problème étant l'angle entre la trajectoire et la, la, la corde aérodynamique, c'est tout. Hein. Voilà. Il faut bien savoir que ce n'est pas lié ni à une assiette ni à rien du tout. C'est essentiellement un angle d'incidence. JB, il est dans la continuité Bilal. Comment l'avertisseur de décrochage se déclenche? Selon les types d'avertisseurs de décrochage, si on prend les plus simples, c'est une espèce de petite palette qui est sur le bord d'attaque de l'aile, un petit switch avec une petite plaque. Et en fait, quand l'air arrive sur le bord d'attaque, lorsque l'incidence est faible, l'air pousse cette petite palette qui peut bouger de haut en bas. Hein. Elle pousse cette petite palette vers le bas quand l'incidence est faible. Donc l'avertisseur de décrochage est sur off. Lorsqu'on augmente l'incidence, l'air va arriver de plus en plus par le dessous de l'aile, puisque l'incidence a augmenté. Et éventuellement, à un certain angle d'incidence, cette petite palette, qui est retenue simplement par un petit ressort, va être poussée vers le haut par le vent relatif. Et à ce moment-là, ça va déclencher l'avertisseur de décrochage. Ça, c'est l'avertisseur de décrochage sur les petits avions. Le truc le plus simple. Sur les gros avions, étant donné que l'angle d'incidence auquel l'avion va décrocher va varier avec énormément de choses, entre autres les volets. On n'aura pas le même angle de critique si les volets sont sortis comme si quand les volets sont rentrés. Et encore, en plus de ça, avec quel braquage de volets? Comme sur les gros avions, on a des braquages de volets multiples. Donc, en fait, on a sur le côté du fuselage, nous avons des genres de girouettes à axe horizontal qui mesurent l'angle d'incidence de l'avion. Et cet angle d'incidence, cette mesure-là, elle est envoyée à des computers qui intègrent l'angle d'incidence
d'incidence, bien évidemment, puisqu'il est indiqué, la configuration de l'avion, volet sortie, volet rentrée, volet sortie à combien, bec de bord d'attaque sorti ou pas, etc., etc. Et les calculateurs calculent l'angle d'incidence critique auquel l'avion décrocherait. Et évidemment, l'avertisseur de décrochage va retentir, va être activé avant que cet angle soit atteint. Mais là, la mesure de l'angle d'incidence critique est beaucoup plus complexe parce que la configuration de l'avion change énormément. Voilà. Alors que sur un petit avion, pratiquement, c'est toujours le même, quoi. Sur les gros porteurs JB, normalement, je crois que la lame, je sais pas, Kébiro, si tu me corriges, je crois qu'elle est à 50% de la VS. Il y a la lame. Ah non, c'est très compliqué. Alors, il y a, selon le taux de décélération de l'avion, si c'est un nœud par seconde ou deux nœuds par seconde, etc., alors ça va être 5% ou 5 nœuds, etc. C'est extrêmement compliqué le système de... Donc, à peu près, c'est 50% de la vitesse. Non, alors ça peut L'alarme, être c'est l'alarme qui se 5% déclenche. à 5%, l'alarme va se déclencher à 5% de la VS. Mais à 5% de la VS ou 5 nœuds, whichever is greater. Ça, c'est quand le taux de décélération de l'avion, il est de, je crois, 2 nœuds par seconde, si ma mémoire est bonne. Et si le taux de décélération est plus faible, la marge va être différente. Mais je pourrais rechercher ça dans mes bouquins. Il y a Voilà, ben, la j'étais pas réglementation loin. est Je sais qu'il y très... avait un 5 quelque part. Ouais, voilà, d'accord. C'est 5 nœuds ou 5%. Mais il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Ce que je dis, j'irai chercher ça dans mes bouquins parce que c'est pas le genre de truc que j'essaye de retenir. Quand je donne le cours, j'ai le... Alors, à l'époque, c'était le stick shaker qui se déclenchait. Et maintenant, c'est une alarme sonore. Stall, stall, stall. Et encore sur 330, pour qu'il y ait stall, il faudrait vraiment que les AO partent, que la DS Voilà, que tu sois en alternate low, Nordin. sur l'Internet, exact. Bilal, tu t'es monté et tu es redescendu. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Tu t'es monté et ensuite. Les amis, c'est l'heure du thé. Alors je vous quitte. Vas-y, montez, montez. À tout à l'heure. À toutes. Salam. Ah, tu as une mauvaise connexion, ça y est, j'ai compris. Quelle est la différence entre un avertisseur speed low et avertisseur stall? Sur 330, on a l'alarme speed, speed, speed. Ça veut dire qu'elle est en dessous de la vitesse recommandée en fonction du braquage et du train sorti. Voilà. Et le stall, c'est quand tu n'as pas de protection et que tu es dans une position inusuelle et qui va te dire stall, stall, stall. J'ai passé. Vas-y, Bilal, pose ta question pour voir. J'ai passé un inoubliable séjour à Belo Horizonte, Coupe du Monde 2014. Ça y est, je vois. Je vois. Je vois. Je vais revoir les vidéos parce que je les ai encore, t'as 2014. Alors, Bilal, قال je suis un PNC et élève pilote. C'est bien, c'est bien. كيفاش يسموه تجبد لي زارشيف. Ouais, parce que j'ai les vidéos d'un Bel Horizon. Je les ai, à 2014. J'ai toutes les vidéos, hein, les vidéos là, quand même. Est-ce que le 330 se pose au piqué, au sol? C'est-à-dire en piqué? Non, c'est interdit. Il ne faut pas et la roulette de nez entre nous. On a eu une question d'ordine au début. Est-ce qu'on utilise les EFB à bord? Maintenant, oui, on est autorisé vu qu'on a le Homologué. support. C'est homologué. Ouais. Il est homologué, voilà. Le vol où tu as eu je ne sais pas quoi.
Ah, tu poses la question à moi, le vol où j'ai eu plus peur. Tous mes vols, j'ai eu peur bleue. Jusqu'à ce que je parte à la retraite. Non, je rigole. Pas spécialement. Mais il y a des vols qui étaient plus difficiles à mener que d'autres, mais sans plus. C'est comme ça. Nordin Farid Bouazza te pose une question. On parle d'avions poubelles quand on évoque les compagnies africaines. Qu'en pensez-vous? Non, parce que lui, il vient de voir un, truc, un reportage qui est passé récemment sur le LD-11 des compagnies de Kinshasa ou je sais pas quoi, qui est interdite pratiquement à Londres et partout. Et, et qui est interdite un petit peu partout et qui s'est posé, il se pose que sur un aéroport là. Et que effectivement les compagnies africaines ont eu cette, euh, cette publicité malencontreuse de compagnies poubelles. Mais il faut faire le distinguo entre des compagnies aériennes et des compagnies de mercenariat. Parce que les compagnies aériennes ont tout un protocole de suivi, de maintenance, de réglementation draconien qui sont suivis à la loupe. Et s'il y a un quick quelque part où là, ils sont ramenés à l'ordre le plus vite possible et ils ramènent des correctifs. Donc voilà. Il se peut qu'il y ait des compagnies de mercenariat en Afrique, mais ça, c'est généralement des petites compagnies et qui font beaucoup plus de transport de trafic et tout. Bon. Nordin, on ne peut pas dire des avions poubelles. On peut dire que c'est des avions qui ne répondent pas aux normes de navigabilité. Moi, je Oui, mais pense que c'est mieux. tu sais que non, c'est le terme qui est utilisé. Le terme il est utilisé dans le jargon aéronautique par les grandes compagnies, justement, par les grandes sociétés, par les grands les pays dits civilisés, qui appellent ça des avions poubelles. C'est un terme utilisé. Qu'on le veuille ou pas, ils utilisent ce terme. Bon. Non, non, mais moi, pour moi, en tant que techniquement parlé, je dirais que c'est des avions qui ne sont pas aux normes de navigabilité. Alors tu Voilà. imagines, peut-être tu as la question suivante, on vient de te poser la question, un jour tu arrives avec ton avion, mais monsieur, vous avez un avion poubelle, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ah, non, je répondrai directement, quel techniquement, voilà la TL, techniquement, il est correct. Cabine, correcte, donc c'est pas un avion poubelle. Voilà. Peut-être qu'ils ne répondent pas à un certain nombre de navigabilité pour eux. Voilà. Bon, mais Heidi, non, le 330, il pique pas. Il pique pas au sol, il se pose comme un albatros. Il fait un flair, il fait une arrondie et tout, et il se pose. Donc il se pose pas sur eux. La meilleure façon de passer une roulette de nez, c'est de toucher la roulette de nez en premier. Alors qu'ils nous reposent une autre question, peut-il repartir avec les réservoirs de carburant extérieur vides? Alors, Les réservoirs extérieurs, qu'est-ce qu'il appelle? Pas extérieur parce qu'on a sur les ailes, sur outer. ouais, l'inner outer. Les outers, pardon, peuvent être vides, les inners, non. Et des fois, quand il y a du fuel à droite à gauche, il y a de balancement fuel qui se fait automatiquement pour refroidir, pour réchauffer plutôt le carburant, pour ne pas, surtout dans les zones, pas les altitudes, sur le survol de pays comme la Russie et tout, quand il y a des moins 67, moins 60, moins 67 degrés, dans des niveaux bien précis, il y a du fuel qui se balance à droite à gauche, et il y a même une procédure pour faire une hauteur, passer du fuel pour qu'il se réchauffe, ou bien changer de niveau pour changer de temps. Et en plus, les inners se remplissent avec les outers à partir de 3 tonnes 5. C'est-à-dire que quand le réservoir inner arrive à 3 tonnes 5, les outers envoient du fuel dans le inner, c'est les inners qui vont se vider et les outers doivent être pleins. Les inners, ils peuvent être vides. Est-ce que le temps alloué par Yule est juste 3 heures pour l'autre compagnie? C'est-à-dire, tu parles de l'escale, Norden?
L'escale, non, l'escale elle dure 1 heure et demie, 2 heures max. Je sais pas ce que tu voulais dire par le temps alloué On par a le. augmenté le temps d'escale. Il est passé à 2 heures et plus. C'est la compagnie qui a demandé, qui demande le temps Oui, d'escale. Qatar Airways, elle a 6 heures je crois, d'escale à Montréal. comment calculer le facteur de charge avec un bank angle de 45 et comment calculer la nouvelle vitesse de décrochage. Attendant, JB, quand il prendra son thé, il va te faire un cours magistral à ce niveau-là. Personnellement, je parle pour moi-même, je suis un utilisateur. Je ne calcule rien, je faisais confiance à l'avion, il calculait tout pour moi, et c'est tout. Tu veux faire pilote, mais là, rentre dans les bouquins, Bilal. Hein, ça t'a plu quand tu étais derrière en train de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces deux gus devant. Maintenant, tu vas prendre leur place. Alors, pour calculer la vitesse de décrochage aussi, on la calcule pas, hein. Ni le facteur de charge. C'est le facteur de charge, c'est n quelque chose. Je me rappelle pas, c'est de la théorie. Bah, je plonge dans ces bouquins comme tu l'as dit, hein. Est-ce que il existe des circonstances où le pilote automatique peut se déclencher? Oui. Alors, la première qui est anodine, s'il tombe en panne, donc il peut se déclencher. Et à 2 heures et 3h30, donc on remet deuxième. Et, bon, ça peut arriver s'il y a une très forte, mais alors la sévère turbulence qui dépasse le G-load de l'avion pour qu'il puisse l'enlever, ou bien par inadvertance donner un coup sur le side stick, sur un 330 par exemple, par inadvertance. Donc lui, les computers vont détecter un G-load important, il va se dire tiens, il y a un problème, et il va le déclencher. Voilà. Ou bien dans un QNAP. MTL, l'aéroport nous donne juste 3 heures pour débarquer les arrivants, embarquer les nouveaux passagers. Oui, bah, c'est suffisant normalement, non? 3 heures. Ça, des fois. Et ça nous arrive de partir en retard dans le DN, même avec 3 heures d'escale, on part en retard, on a des passagers qui traînent. Et autre chose, on a beaucoup de bagages à main, donc le temps que ça soit mis en bulk, on part toujours en retard. Ouais, mais bon, des fois, ça aussi, il faut dire que l'aéroport de d'Otani, il commence à être exigu, hein. Il y a beaucoup Il est dépassé. Il est dépassé, ils n'ont pas assez de personnel. Et puis, ils n'ont pas assez de personnel depuis le Covid. Tout le personnel a déserté l'aéroport de Youl, tout le personnel. Ils n'arrivent pas à trouver du monde. D'ailleurs, ils recrutent des étudiants en aéronautique qui font du pilotage, etc., pour faire la low cheat, etc., hein. Et comme par hasard, quand les fêtes approchent, quand l'été approche, parce qu'il fait beau, donc les gens ne veulent pas trop travailler l'été. Ce qui est possible pour les assureurs de détecter que le carburant est contaminé. Il y a des filtres, il y a des filtres, il y a des filtres qui peuvent prédire qu'il y a contamination, mais ils ne te donnent pas la contamination. Les filtres prennent de la calamine ou de quelque chose comme ça, ils te disent il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, Morad, la panne, qui s'allume sur Filter clog, filter globe. clog. Le filtre globe s'allume sur l'ICAM et donc ça détermine où c'est le filtre qui est sale ou donc il y a un problème au niveau du filtre. Du Donc, moteur. Mais il faut dire aussi, Nordin, que les compagnies pétrolières, de temps en temps, ils prennent des échantillons pour faire qu'on appelle ça, des analyses. Et ça, je l'ai vécu. Ils prennent du réservoir et ils prennent de la cuve directement. Comme à Alger, la cuve, elle est en sous-sol. Donc, ils prennent un petit peu et ils l'emmènent au laboratoire pour voir s'il n'y a pas de contamination investiguer. quelconque. Bilal, pourquoi tu poses la question à Michel en cas de précision?
لا يخوف فينا. La porte s'ouvre automatiquement. Oui, la porte s'ouvre automatiquement sur un plafond en cas de dépression. Tu parles de la porte du cockpit. Oui. Normalement, Il elle y est a des connectée au capteurs. système. Non, non, il y a des capteurs au niveau du poste qui sont au-dessus du panneau. C'est des capteurs, il y a de chaque côté, côté commandant, copilote. Donc, quand l'air s'engouffre, la porte se déverrouille automatiquement. Et on entend même le bruit. Schlac, un clac. Tu as bien dégusté ton thé, j'y vais. Oui, j'ai augmenté le عاود taux de ولا sucre. مشارجي. Voilà, j'ai le taux de sucre là qui est monté dans le rouge. C'est Alors bien. là, Bilal, il me demande, je vois pas du tout quelle est sa question. Bilal, il dit, c'est pas ça la réponse. Alors donc, après, il me dit, moi, je parle de la position du point d'impact par rapport à la palette de décrochage. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsque l'incidence augmentait, le flot d'air arrivait en dessous de l'aile, enfin plus en dessous, et il y avait un point de surpression qui se créait en dessous de la palette de décrochage. Et ça repousse la palette vers le haut. Voilà c'est comme ça que marche l'avertisseur de décrochage sur les petits avions. Voilà. Pardon. Dis-moi dans les aéroports espagnols, Céline. Alors, y a-t-il un système d'alerte en cas d'indisponibilité des deux pilotes? Et quelle est la procédure? Il n'y a pas de système d'alerte précis pour l'indisponibilité des deux pilotes. Ça se voit entre les deux pilotes, puisqu'ils sont dans le même cockpit. Ils sont en train de travailler tous les deux. Un est en train de suivre la navigation et de son vol. L'autre est en train de remplir ce qu'il faut remplir au niveau du suivi de navigation et tout, d'être à la radio. Et si, par exemple, quelqu'un pose une question ou là, ne serait-ce que le regarder, ou là, à droite ou là, à gauche, et qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est déjà une alerte d'indisponibilité. Et donc la procédure est déclenchée, c'est-à-dire appeler le chef de cabine, faire la procédure incapacitation du pilote, et à ce moment-là, le pilote qui est resté aux commandes va annoncer au contrôleur ce qui se passe et va faire un déroutement ou s'il est proche de sa destination, eh bien, il se posera. S'il est copilote, réglementairement parlant, il a le droit de se poser, mais il ne sortira pas de la piste. Pas le droit de sortir de la piste. Il se fera parce que c'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il n'a pas, il n'a pas encore, il n'est pas à gauche, donc il n'a pas acquis le coup pour rouler. Si c'est le commandement, eh ben il roulera jusqu'au gate et voilà. Et procédure. Il demandera l'assistance médicale aussi, qui rentrera en branle et tout rentrera dans l'ordre. Mais il n'y a pas un système d'alerte. Non. C'est de visu. Alors je voudrais répondre à Bilal qui revient sur l'angle d'incidence. Alors, je voudrais juste préciser, justement, c'est la vidéo sur laquelle j'étais en train de travailler aujourd'hui qui n'est pas encore prête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur l'avant de l'extrado, sur l'avant du dessus de l'aile, en fait, il se constitue ce qu'on appelle un convergent, c'est-à-dire que c'est comme si l'air arrivait dans un entonnoir. Dans un convergent, selon la loi de Bernoulli, le théorème de Bernoulli, la vitesse du fluide augmente et sa pression statique diminue. Très bien. Donc nous avons une dépression très forte qui se constitue à l'avant de l'aile jusque pratiquement au point d'épaisseur maximale de l'aile. Nous avons un convergent entre le bord d'attaque et ce point-là, nous avons un convergent, donc avec diminution de la pression statique et augmentation de la vitesse. À partir du point d'épaisseur maximale de l'aile, quand on va vers le bord de fuite, à ce moment-là, la section, la section du tube d'écoulement va en augmentant. À ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle un divergent. Et dans ce divergent, la vitesse a tendance à diminuer et la pression statique a tendance à augmenter. Donc si on regarde les pressions statiques mesurées du bord d'attaque au bord de fuite en passant par l'extrado,
nous allons avoir dans un premier temps diminution de pression statique jusqu'au point d'épaisseur max du profil et ensuite augmentation de la pression statique. Donc qu'est-ce qui va se produire dans un premier temps entre le bord d'attaque et le point d'épaisseur maximum du profil? Nous allons avoir un écoulement qui va être laminaire. Donc les vecteurs vitesse seront tous parallèles entre eux et de valeur constante. Ensuite, ça c'est dans la couche limite. Ensuite, au point d'épaisseur maximum, on commence à avoir un gradient de pression inverse, c'est-à-dire que la pression, au lieu qu'elle diminue le long de l'écoulement de l'air, elle va en augmentant, ça va créer une couche limite turbulente. Ce point, justement, le point où la couche limite passe de laminaire à turbulent, on l'appelle le point de transition. Donc, il va y avoir une couche limite turbulente jusqu'au point de séparation qui va apparaître à la fin de l'aile lorsque le gradient de pression adverse sera trop important et que la vitesse de l'écoulement va diminuer énormément. Alors, encore une fois, parce que là, c'est pas tellement parlant quand on en parle comme ça sans schéma, je vous invite dans les peut-être 2 jours qui viennent, je vais mettre en ligne une vidéo là-dessus et j'ai fait toute une explication là-dessus. Voilà. Donc le décrochage se produit parce que le point de séparation avance vers le point de transition. Voilà. Hamza Ben Habib, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le cas de malaise. Le cas de malaise est un cas où ça se voit, la procédure, c'est prendre en charge le gars qui est dans les pommes. Un des deux. C'est généralement pas les deux qui peuvent tomber en panne, mais les signes vont se voir. Le gars, quand il va peut-être ne pas répondre à une checklist, ne pas ou tomber carrément devant les caméras quand il était en train d'écrire ou là, quelque chose. Et donc ça se voit tout de suite et le process d'incapacitation est lancé. Celui qui est encore valide va prendre le commandement et emmènera cet avion là où il faut le poser, ou soit en dégagement, ou là à la destination. Bien sûr, après avoir appliqué toute la procédure, appeler le PSC, mettre les harnais si le gars est toujours à sa place, sinon il faut l'enlever de sa place, le mettre en position 182, s'il y a un clou reste, s'il n'y a pas de clou reste, c'est dans les galets, et ainsi de suite. Donc ça peut aller du malaise jusqu'à la crise cardiaque. Hein. Donc tout ça c'est géré comme étant une incapacitation. Existait-il une méthode de gestion de stress où chacun fait ce qu'il peut? Non. Déjà, la gestion de stress est enseignée, si tu veux, déjà pendant la formation, et pendant les récurrentes, et pendant les recyclages, et pendant les formations du pilote. Donc, on lui apprend à gérer son stress, et pendant ses vols d'instruction, et pendant ses vols de lâcher en ligne, et pendant. Donc, c'est pas chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il doit faire, en fonction des procédures qui lui sont données. Et il atteint un pic de stress max, ben, il ne viendra pas voler, il se fera arrêter médicalement et c'est tout. Il passera chez un médecin et il va faire autre chose. Hein. Pour les assurances, ils ont parlé des assurances. Là, je pense en place une parce qu'on est fiers. Je parle de mon cas pour l'assurance de mon avion. En Algérie, ce qu'on appelle l'assurance corps aéronef et la RC, responsabilité civile, on passe par exemple, on passe par la CAT Assurance, déjà je parle de nous, mais ces assurances-là ne peuvent pas prendre en charge le sinistre. Pourquoi? Parce que le corps aéronef et peut-être sa RC dépassent la capacité de remboursement de cette assurance. Donc, ils font, on va dire, on appelle ça une mutualisation. Donc, ils font de la mutualisation pour essayer Ça, c'est toutes les assurances du monde qui vont cotiser pour ton avion. Exact. C'est à ce moment-là où qu'on en général un crash quelque part dans le monde, les prix en général des assurances, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous mobilisés pour payer avec. Voilà un petit peu. Et moi, je me suis un petit peu mis un projet d'essayer كيفاش نقولوا
de faire baisser le prix des assurances pour ce qui concerne ANA, ma catégorie, que malheureusement, on a été classé Michel, je pense que comme tu l'aviation pourras pas commerciale. baisser le prix. Michel, je pense que tu pourras pas le baisser. Il te faut après une année pour pouvoir baisser le prix. Je parle pas du côté, ما نهضرش على le côté entre moi et l'assurance, les accidents et tout ce qu'il y a. Ouais. Je parle déjà du coût initial. Parce que Ouais. le coût initial est l'équivalent du 10% du prix de mon avion. Je vous laisse imaginer le prix que j'ai payé, c'est presque le prix d'une voiture allemande. Pour un avion, comment dirais-je, qui ne coûte pas des millions d'euros. Donc, Hnaya, ils nous ont assimilés à l'aviation commerciale. C'est-à-dire qu'en général, le prix net à l'avion est peut-être supporté par la carte d'assurance normale. Mais comme le canon international, ils ont obligé de mutualiser tout produit aéronef, Ouais. on passe à l'international. JB, il le sait très bien parce que quelqu'un a un le bateau تاعو, il a réussi à garder l'assurance à 9 Dzaïr. Alors qu'avant même les bateaux, il les faisait partir à l'international. Je pense Mourad à la balle. Les C'est bateaux, comme ils n'assurent que la RC. Ils n'assurent pas le l'air, c'est corps. M. Ralia. Ils n'assurent pas le corps. Comme ça, On ils a le sont corps tranquilles. barra. Voilà. Voilà. Alors, Les on a seuls une gars, question. quand il y a eu le feu à ces défrages des bateaux, le seul gars qui a été remboursé pour la perte de son bateau, c'est un gars qui avait une assurance en Espagne. Exact. Exactement. Il y a Mais une question en Nordine. On nous a dit qui c'est qui assure. Donc, j'ai répondu. C'était la CAT en Algérie parce qu'on est obligé d'avoir une assurance. C'est la CAT qui assure tous les avions d'Air Algérie. Plus une assurance en Angleterre, c'est, comment elle s'appelle? La Lloyds. La Lloyds, qui assure. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'avais participé à une réunion avec la Lloyds pour qui nous baisse le prix. Et je te prie de me croire qu'il te ramène un expert. Et c'était un commandant de bord de 747, je me rappelle à l'époque, de British Airways et qui était là pour poser pas mal de questions. c'est normal. Hein. Les assurances, c'est normal. نزيد لك حاجة لا فرانشيز ان اكزومبل لا فرانشيز حنا عطاوني une فرانشيز de 70 000 ولا 80 000 euros لا ار سي elle a été calculée وقيلا 4 millions de dollars la franchise هذاك قلت لهم c'est comme si ils donnaient une franchise à 80 000 euros sachant que les accidents يعني بعيد الشر les incidents اللي يكون عندي انايا لي تران تمسخير هذو كاع mais des pas c'est des faibles c'est-à-dire je vais jamais profiter de كيما يقول واحد l'assurance quand tu la payes تاع طريق برك كنت بالله. Yes. Est-ce que Berit Char fait partie du jargon aéronautique? Non, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon. Alors, Nordine, une question. Le frottement des particules d'air à moins 45 degrés, altitude 13 km, chauffe la queue à quelle température? Laquelle? Non, Alors, bah, très d'accord. simple. Laisse Très JB. simple. Moi, Nordine, hein, c'est pas moi qui parle de queue, là. Laisse D'accord. JB Alors, répondre. très simple. La température totale en degrés Kelvin est égale à la température statique, donc en degrés Kelvin, facteur de 1 plus 0,2 Mach au carré. Voilà. Donc, si on est couramment, on est à moins 60, on va avoir à peu près une température totale de moins 25. On a à peu près 40 degrés d'échauffement. À Mach 80. Quelle est l'altitude maximale à laquelle le train d'atterrissage peut être sorti? Ça dépend des avions. Et il y a des abacs pour ça, il y a des tableaux. 330, 250, Nordine. Voilà, merci Chanel. 250, de 330. Voilà. Donc, ça dépend des avions, de son Voilà. poids. Et on s'en sert éventuellement pour augmenter l'autodescente quand on est en emergency. Répondre à Bilal. On est Comment limité calculer par le la facteur de vitesse de charge? sortie de train. Pardon. Vas-y, JB. Pour répondre à Bilal, comment calculer le facteur de charge? Un bank angle de 45 degrés, ben le facteur de charge est égal à cosinus 45. 1 sur cosinus 45, c'est derrière 1 sur 0,707. Et la vitesse de décrochage, elle est égale à la vitesse de décrochage en facteur de charge 1 multiplié par la racine de 1 sur n. Voilà. Elle augmente forcément. Voilà. Smith, qui s'occupe de la perte de licence PN. Ben, quand le gars, il a un souci,
médicale, c'est l'organisme médical qui lui passe la visite médicale. En Algérie, c'est ce CNPM qui détermine qu'il est inapte à piloter. Et donc, c'est transmis à la compagnie qui va le mettre en arrêt médical longue durée, le temps de régler tout ça avec les assurances, puisqu'il est assuré, perte de licence. Et voilà, donc c'est la compagnie en général qui gère tout ça. Et des fois, il y a des recours. Quand, par exemple, c'est un petit peu limite ou c'est juste passager ou que le centre est passé à côté de quelque chose. Donc, il peut y avoir un recours d'une commission qui peut reprendre sa licence normalement. Mais en général, ça se passe normalement. Nordine, tu as vu la question, le gars qui a fait un infarctus, est-ce qu'il peut reprendre avec un traitement? Tu l'as vu? Un infarctus, oui. Un infarctus du myocarde. Attends, il a dit, est-ce qu'il peut reprendre? Je demande s'il peut reprendre avec un traitement à voler. Il y a eu des gens qui ont travaillé avec des stents. C'est autorisé jusqu'à un certain nombre, c'est-à-dire que sur les 8, normalement, s'il a 2, des fois le centre peut permettre ça. Aussi, il faut qu'ils se ménagent. Mais bon, il est déconseillé que ces gens-là travaillent parce que le cœur est une pompe un peu bizarroïde. Ça peut lâcher à un moment donné ou à un autre. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure dont on parlait avec Morad à propos du stick shaker, alors, quand on fait la vitesse de décrochage en palier, d'accord, avec idle power, alors, si la décélération est inférieure à 1 nœud par seconde, on détermine le système en ayant le CG à la position maximum avant, qui est donc celle qui donne la plus grande vitesse de décrochage. À ce moment-là, la vitesse pour le stall warning system doit être supérieure de 3 nœuds par rapport à la VSR ou 3%, whichever is greater. Maintenant, si on a un stick pusher ou pas, si on n'a pas de stick pusher, c'est 5% ou 5 nœuds. Voilà. Whichever is greater. Voilà. Salut Nadir. Nadir a du mal avec sa connexion. Alors, il a une bonne connexion quand il est en maintenance, mais il a une mauvaise connexion quand il est chez lui. Parce que Belek c'est laïque, donc tout le monde s'éclate sur le réseau, et donc il y a une mauvaise connexion. Nordine, quels sont les documents d'avion que le pilote doit avoir à bord lors des vols? Salut Nadir. Attends. Salut Nadir. Tu es en train de fumer une chicha? مرحبا. Tu es en train de fumer une chicha ou... Bienvenue. Désolé, je suis fait un endroit où j'ai une mauvaise connexion. Je suis désolé. Ça va être quand? صحيت صاحبي merci. هذاك مبروك سعيد. Les documents, bah, voilà, les documents, c'est la licence, le certificat de classe, hein, comme quoi le gars est apte, son carnet de vol en général, sa QRRI s'il l'a, sinon c'est un des deux qui doit l'avoir, un des deux. Maintenant, la QRI Nordine, ça y est, la QRI, elle est dans la licence, hein, c'est direct Il l'a mis pour nous, les PL. Voilà, c'est tout. Et puis après, il y a les documents avions, il y a le CDN, Bon, avec il y a l'assurance, il y a le certificat radio de l'avion. Oui, l'assurance, c'est le document avion. Lui, le pilote Il parle document avion, il parle document avion. Il y a tout un bouquin où il y a l'immatriculation de l'avion avec tous ces documents, à savoir sa certificat de navigabilité, sa carte grise, c'est l'équipement embarqué radio, l'assurance, sa pesée, tous les documents concernant cet avion particulièrement, ses autorisations. S'il peut faire de la 4-3, c'est ce qu'on appelle son AOC, délivré par l'autorité.
Donc tout ça doit faire partie de documents aériens. Et l'ATL, bien sûr, qui fait voir que cet avion est en état de... Ah non, voilà, la question elle est haute. Est-ce qu'on peut faire pilote en ayant fait un infarctus du myocarde et en étant sous traitement? Non. Non, parce qu'à la visite médicale, ça passe pas. Maintenant, pendant la carrière, il se peut qu'un pilote ait fait un infarctus du myocarde pour X raisons chez lui ou là, et qu'il va être arrêté pendant un certain moment, sous traitement. Et si même, bon, on avait déjà un pilote qui avait 2 stents, on lui met un stent ou la 2, parce que bon, c'est un ancien fumeur ou le fumeur invétéré ou là. Et à ce moment-là, oui, mais il est sous surveillance, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir sa visite médicale tous les 6 mois, s'il est au-delà de 65 ans ou là d'un an en dessous de 60 ans, il aura des contrôles tous les 3 mois, tous les 3 mois, pratiquement. C'est comme l'obésité, c'est comme... Comment? Tout dépendra de l'électrocardiogramme. Exact. Si l'infarctus qu'il a fait n'a pas de grosses conséquences sur le muscle cardiaque, si son rythme cardiaque est sinusal, etc., s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, il est possible qu'il puisse revoler. Mais si l'infarctus a été quand même assez important, il a endommagé le muscle cardiaque de manière assez importante, il ne sera jamais réautorisé à piloter. Jamais. Voilà. C'est l'électrocardiogramme qui le donnera. Parce que n'oublions pas que lorsqu'il y a un infarctus, il y a donc perte d'une partie du muscle cardiaque. Alors tout dépendra de l'étendue du dommage. Voilà. Et la quantité minimale de carburant pour décoller. De toute façon, c'est un calcul en fonction du vol. Alors, dans le vol, il y a le carburant qu'il faut pour faire l'étape, la réserve de route, le temps à peu près d'une demi-heure d'attente à la destination. Et voilà. Et donc, des fois on prend, enfin, le gars prend l'extra fuel. Mais la quantité minimale, c'est le carburant qu'il faut pour aller à destination, un pourcentage qui représente 5 dans le temps, et maintenant ça va passer à 3 ou maintenant pourcent Elle va disparaître bientôt, Nordin. bientôt. D'ailleurs, La réserve de route va bientôt disparaître. parce que de toute façon, la réserve de route, on en a besoin juste quand on dépasse le deuxième segment pour le retour. Mais sinon, ça ne sert à rien de le garder. Ça rentrera dans la masse de l'avion en général. L'attente, en cas d'attente, et un dégagement. Voilà. Et le roulage. Le roulage, ça dépend de l'aéroport. C'est un pourcentage aussi. Si, par exemple, Pékin jusqu'à 1 tonne de roulage. voilà, à peu près. Mais en général, on ne comptabilisait pas 1 tonne déjà. On en prenait Mais parce on consommait 1 tonne, Nordin, si tu te rappelles. Hein? parce qu'on savait, donc on prenait en plus. Oui, tu te rappelles. Oui, On oui, avait eu plus d'1 heure d'attente avec toi une fois, oui. Ouais. au parking. Plutôt au point d'attente. Au point d'attente, ouais. Quel est le poids minimum pour l'utilisation de l'atterrissage automatique? Le poids minimum pour l'utilisation de l'atterrissage automatique? Ben, le poids minimum de landing weight. Le landing weight, en général, si on fait un overweight, il faut savoir que si c'est un overweight landing, il faut, à la vue de la piste, débrancher et prendre une VS de 360 pieds minutes pour ne pas faire pour éviter le positif, justement, landing. C'est essayer de smoother le plus possible l'atterrissage, quand c'est un overweight. Mais sinon, c'est la landing weight. Limitation. En général, c'est combien d'heures? La réserve. Ça dépend. C'est 30 minutes. 30 minutes. C'est 2 tonnes. 30 Bon, minutes. 2 tonnes 4. 100. 2 tonnes 4. 2 tonnes 4. 2 tonnes 4 sur 3,30. 2 tonnes 4, voilà. Tu te rappelles de Hazwawi? Je me souviens de l'Hajj, oui. Ben, il est dans le chat et si on lui demandait de
de faire une demande pour monter. Haj, nous salue, Haj Wawi. On te salue. On te salue. Un très bon ami, grand monsieur. Oui, je garde de très bons souvenirs. Oui, il y en a un qui dit pourquoi on utilise des termes militaires. Non, c'est des termes qui viennent de la marine, hein, je l'ai dit. Hein. En fait, ça vient de capitaine de navire, et ça a été traduit en anglais par capitaine et en français par commandant. Hein. Mais c'est pas bon. Ceci étant dit, c'est vrai que l'aviation militaire a toujours été au niveau technologique en avance sur l'aviation civile. Ça, c'est clair. Alors, encore une fois, Salim, pour diabétique, au recrutement, non. Même s'il est type 2. Au recrutement. Maintenant, les noms peuvent changer. Mais alors, insulinodépendant, c'est non, négatif. Parce que c'est comme ça. C'est les dégâts qu'il peut y avoir à long terme qui posent problème. Parce que le gars peut faire une hypo, ou là, une hyperglycémie, ou là, ça c'est dangereux. Donc pour le recrutement, non. C'est 10 sur 10 les yeux, impeccable, le cœur fonctionnant normalement, pas de diabète, pas de maladie, comment on dit, maladie... Maladie chronique. Maladie chronique. Pas de maladie chronique. En général, pas de maladie chronique pour le recrutement. Au fur et à mesure que la carrière avance, les séquelles, enfin les bobos peuvent arriver. Et si ça arrive, ben, il y a des traitements pour, et ça, le pilote peut faire avec, et jusqu'à ce que il y a une limite, jusqu'à ce qu'il n'en peut plus, ou là, il s'arrête médicalement, ou là, il se fait arrêter médicalement, ou là, autre chose. Donc voilà. Mais généralement, les pilotes ne sont pas fous, ils n'arrivent pas jusqu'à le point de rupture, de conscience, où ils disent, de toute façon, il faut être honnête intellectuellement. À la visite médicale, celui qui ment sur son état de santé, ça se verra sur le long terme. Donc voilà. Je peux citer mon exemple. Puisque lorsque j'ai perdu ma licence, pour cause de syndrome de Ménière, c'est moi qui l'ai déclaré. Oui. Parce que... Exactement. JB, ta connexion, JB. Je répète, pour déclarer, quand quelqu'un a un problème et qu'il le déclare, bien sûr, c'est une question de responsabilité. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à avoir des vertiges de Ménière, bon, bien sûr, j'ai fait des examens et tout, et quand je suis arrivé à la visite médicale, le médecin me dit « Est-ce que vous avez des vertiges ?» J'ai dit « Oui ». Et je savais qu'en disant ça, JB, je vais compléter ça. Dans un avion, on ne peut pas s'amuser. Hein. Voilà. Je vais pas compléter le vide parce que tu as dit. Et quand j'avais dit ça, je savais que j'allais être arrêté parce que ça s'était dimé par le truc parce que tu n'avais pas une bonne condition. Myriam. Et donc, quand j'ai dit au médecin que j'avais des vertiges, je savais que j'allais perdre ma licence, c'est clair. Bon, voilà, c'est tout. Myriam. Allô. Je reçois 5, c'est bon. Là, Myriam, je suis en train de demander à Myriam d'ouvrir son mic. Ouvre ton mic, Myriam. Myriam Benmati. Myriam Benmati. Apparemment, elle ne veut pas ouvrir son mic. Cela doit être difficile de placer les ils mis du col. Chanel. Ouais. Ah, d'accord. Oui, Chanel, c'est difficile, surtout quand on s'y attend pas. Mais quand on s'y attend, c'est pas difficile parce que le gars va gérer ça. La preuve, lui, il avait géré ça.
Quand il a eu ça, il a été consulté, il a vu que ça allait perdurer, et donc il a été d'honnêteté intellectuelle répondre au médecin qui lui a dit est-ce que vous avez des vertiges? Il a dit oui. Donc il savait très bien qu'il allait perdre sa licence, et il a géré sa carrière ensuite avec ça, c'est tout. C'est-à-dire que il perd sa licence, et ben, il a fait autre chose, il est encore enseignant, et voilà, et j'imagine qu'il est heureux, la preuve, il est là avec nous. Eh ben, tu voulais compatir avec lui, Chanel? Non, il ne faut pas. Quelles sont les limites d'utilisation des plus et inverses? Ben, tu as idle et max. Donc, quand tu les sors, et une fois que l'avion a décidéré maximum, eh ben, tu les fais rentrer. Mais bon, il y a encore une fois, comme on avait dit la dernière fois, oui, on te reçoit. Mais tu arrives à parler avec ton micro sur off? Ouvre ton mic pour voir. Vous me recevez là? Eh bien, là maintenant, on te reçoit, oui. 5 Oui, sur 5. qu'est-ce qui se passe quand on perd sa licence pour motif médical? Eh ben, si on a une assurance perte de licence, ben, on a un capital qui nous est versé. Et puis, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que quand on se lance dans cette carrière, il faut toujours avoir un plan B. Il faut avoir un métier à côté pour pouvoir l'exercer, ou il faut avoir acquis des compétences pour pouvoir exercer un autre métier quand on ne peut plus piloter. Voilà, c'est pour ça que je conseille toujours ça. Bon, moi, ça m'est arrivé, ma carrière était bien avancée, j'étais pas loin de la retraite, mais ça aurait pu m'arriver, il y a des collègues auxquels c'est arrivé à 40 ans, 45 ans. À 45 ans, le gars, s'il sait rien faire d'autre, s'il n'a pas d'autre diplôme, ben, il est bien coincé. Voilà, c'est tout. C'est C'est ça important le ça problème. aussi, c'est vraiment important. D'ailleurs, on le dit toujours aux étudiants, ils disent نحب السنة القراية باش نروح ندير pilotage. Non, ben, quand il est jeune, il a la chance d'aller à l'université, voilà, là. C'est ça. Non, il y a un double gain. Il y a un double gain. Exact. D'abord parce qu'on acquiert des compétences et des connaissances qui vont nous aider dans le métier. Et surtout, on se crée un plan B au cas où ça casserait. Hein. Moi, ça m'est tombé dessus comme ça d'un coup. Hein. Je faisais un vol Béjaïa-Lyon. D'un coup, j'ai eu des vertiges terribles. Je comprenais pas ce qui se passait, etc. Et puis, j'ai fait donc Captain Incapacitation. Et quand on s'est posé à Lyon, c'est le copilote qui a posé l'avion avec le mécanicien navigant. Bon, quand j'ai vu le médecin urgentiste à Lyon, il m'a dit, commandant, ça ressemble à un syndrome de Ménière. Bah, j'avais entendu parler du syndrome de Ménière. Il me dit, vous savez que si c'est ça, bah, je lui dis, j'ai fini la phrase. Hein. J'ai dit, si c'est ça, je perds ma licence, c'est clair. Voilà. Bon, bah, à partir du moment où on s'est préparé à ça parce que c'est le métier qui veut ça, c'est le côté aléatoire de ce métier. Ben, de la même manière qu'on peut commettre une faute professionnelle un jour, casser un avion et puis être viré et puis se voir retirer notre licence. Hein. Bon, évidemment, c'est le cas le plus grave, mais c'est un métier qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Hein. C'est clair. Hein. Ou bien faire le choix, comme j'ai fait, de partir prématurément 2 ans avant la retraite et sans aucun plan B. Et ben maintenant, je fais la manche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je rigole. Non, ouais, ouais. La maladie devenait mais pauvre JB, génération. la maladie, normalement, elle est soignée normalement dans les grands centres à Paris du vertige. Oui, mais c'est exclusif. C'est exclusif pour l'aviation. Ah oui, hein? Oui, C'est un motif d'inaptitude. oui, parce que ça a été bien étudié, mais ça touche l'oreille interne. Donc, quand ça touche l'oreille interne, elle appelle que tu as vu l'oreille interne comme c'est 3 os qui tournent autour, c'est un gyroscope. Et quand il commence à rentrer en branle, eh ben, tu peux pas prévenir Et c'est pas évident. C'est C'est pas pas évident. évident. Exact, exact. C'est pas tout qui se soigne. Il récupère des fois, mais on peut pas tout soigner, Michel.
D'ailleurs, il y a même une question qui te dit, et si, tac, 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 si le gars cache sa maladie, cache une maladie chronique, est-ce possible pour un cas criminel? Alors, si cache une maladie chronique qui n'a pas été décelée pendant une visite médicale, et que si ce gars-là arrive à l'irréparable, c'est-à-dire avoir quelque chose et que ça se sache après, oui, mais le problème c'est qu'il ne faut pas arriver jusque-là. Donc il faut être assez normal pour passer sa visite médicale d'une façon normale et dire ce qu'il y a, à se faire arrêter pendant un certain moment quand c'est curatif et reprendre après une visite médicale où on a des pilotes qui ont fait des opérations, par exemple, sur des petits trucs, c'est des hernies, bon, mais après ils reprennent, mais voilà. Mais quand... Nordine, actuellement, ils décèlent tout, hein. Ah, bien sûr, Avec mais ça, toutes les technologies qu'ils ont, bien voilà, sûr. rien ne passe sous silence. Tout est décelé. Tout est décelé. Ouais. Et, comme on l'avait dit tout à l'heure, la gestion d'une vie, c'est en fonction de son gestion surtout le pilote, hein, vie de pilote, gestion de sa santé, de son savoir, et savoir quand est-ce qu'il faut qu'il arrête, s'il sent qu'il est fatigué, ou là qu'il veut faire autre chose, ou là qu'il veut passer à autre chose, ou là qu'il n'a plus envie de faire ça. Il faut pas, il y a la raison et la passion. Alors, des fois, On a eu des collègues qui ont réalisé qu'ils se sentaient pas bien quand ils sont passés commandants, par exemple. Il y en a qui ont oui, ressenti la responsabilité comme étant trop lourde pour eux. Ils ont volé un peu comme commandant, puis ils ont abandonné le métier. exact, exactement. C'est sage, c'est sage. Si on se sent pas, si on a, on doit monter dans l'avion avec le ventre serré, c'est pas la peine. Si on se sent pas à l'aise, c'est pas la peine, hein. Exactement. Mais Hiddin, est-ce que l'Airbus, oui, puisque déjà à Pékin, tu vois, c'est 11h50 à midi à peu près. Donc oui, alors il faut compter le 3:30. Euh, Bien sûr qu'il peut faire jusqu'à, allez, disons, 14 heures à peu près, 14h, 15h, On 14 est heures, arrivé presque à 15 heures, Nordine, hein. 15 heures, ouais. Ouais, on a fait un Kuala Lumpur Constantine. Voilà, donc, Et on avait 250 passagers à bord, hein. et en plus, au retour, c'est des vents de face. Voilà. Euh, Est-ce que l'Airbus, c'est quoi la différence entre les commandes de vol réversibles et irréversibles? JB, tu veux répondre, Morad? Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça, mais on peut parler des suites qui sont réversibles Non, et je vais en parler. irréversibles, oui. Les commandes de vol réversibles, c'est les commandes de vol où il y a une assistance hydraulique, mais où le pilote ressent une partie de la stick force, de la, oui, L'effort. de la stick force, de la force pour braquer les commandes. Par contre, dans les commandes irréversibles, c'est celle où le pilote n'agit en fait que sur un couloir, un tiroir de distribution, et il n'y a aucun effort, il n'y a aucun retour de l'effort sur le manche. Et c'est là où il faut en fait avoir un reconstituteur d'effort. C'est ce qui se passe par exemple sur les Boeing et tout ça. Tout le système, c'est en fait, c'est si l'actuator bouge ou si l'actuator ne bouge pas. Voilà, quand par exemple quand on bouge, quand on tire sur le manche, en fait, qu'est-ce qu'on fait sur un 37? Qu'est-ce qu'on fait sur un 37 ou un 27? En fait, tous les avions à câble. Qu'est-ce qu'on fait? On joue sur simplement un tiroir de distribution. C'est tout. Et ce tiroir de distribution, ben, il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort C'est dessus. vieux, Voilà la Nordine, c'est différence. Réversible et irréversible. Voilà. c'est vieux. Farid Baz, je ne pense pas que les contrôles médicaux décèlent l'alcoolisme. Si, les contrôles, il y a des contrôles déjà inopinés. Le matin aux opérations.
dans toutes les compagnies du monde, même en Algérie. Des fois, de façon inopinée, il y a des contrôles. Quand il y a la visite médicale, le gars, si bon, quand on dit l'alcoolisme, il faudrait qu'il soit un alcoolodépendant. Mais quand c'est un alcoolodépendant, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite et ça se décède tout de suite et ça parle. De toute façon, c'est un petit monde, l'aviation. Et ça parle. Si quelqu'un est taxé d'être alcoolique, c'est-à-dire qu'on le voit toujours dans les bars ou le truc et tout, on va dire celui-là, il boit beaucoup, il s'est devenu un alcoolique. Donc déjà, il est taxé. Il est visé, il est suivi et il est ciblé. Mais quand il y a des contrôles inopinés, si le gars n'a pas eu le temps d'incubation de l'alcool dans son sang, ça va se déceler tout de suite. Donc les contrôles décèlent l'alcool. Pas l'alcoolisme, le fait d'être alcoolique, mais décèlent l'alcool. Encore une fois, l'alcoolisme, si le gars est alcoolique ou alcoolodépendant, ça va se savoir et ça va parler, ça va jaser. Ça va tellement jaser qu'il est ciblé. Et quand il est ciblé, il est suivi de près. Et quand il est ciblé de près, chaque fois qu'il vient aux opérations, les gens vont essayer de voir si, par exemple, il sent l'alcool, par exemple. Ça existe dans toutes les compagnies, il ne faut pas croire. Hein. Et s'il sent l'alcool, il y a de la délation. D'abord, s'il n'a pas eu, lui, le courage de dire j'ai bu, et si aux opérations, pendant le check-in, on sent chez lui, que ce soit le PNC ou là son collègue ou là son chez lui l'alcool, il va mettre un droit et dire non, par exemple, vous avez bu ou là, non, ah bon, il y a de la délation, mais il ne va pas faire son vol et ensuite il y a des conséquences lourdes, lourdes, Et certainement. Nordine, il y a même quand on prend des produits illicites, c'est détecté au niveau du centre Tout ça. d'expertise. Ça peut C'est-à-dire ce que j'appelle ceux qui fument, etc., c'est détecté. Hein. ouais. C'est clair, c'est clair. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, Mourad, avec raison, on détecte tout. Ouais. Faut pas se faire d'illusions. Et puis quelqu'un qui a l'habitude de boire, il a des paramètres, même s'il s'arrête, même s'il est abstinent pendant 3-4 jours avant la visite médicale, Zama, pour se la jouer, il y a des paramètres sanguins, etc., des paramètres qui sont affectés. Des triglycérides, le cholestérol, le truc, tout ça, c'est. Tout ça, ça montre tout ça. Donc, Et Farid Bouaza, il dit même un verre de vin en mangeant, on prend pas un verre de mangeant à bord. Farid Bouaza, dans le temps, dans l'aviation, j'ai les mêmes air Algérie, l'alcool était autorisé, quand l'alcool était autorisé, même pour le PN, même pour le personnel navigant, il y avait même le verre de vin pour les pilotes, pendant le déjeuner ou là, pendant le dîner, quand ils sont à bord. Mais bon, tu sais, ça la qui m'a fumé à bord. C'était autorisé de fumer à bord. D'ailleurs, hier Algérie, il y avait une histoire de dingue. C'était côté gauche fumeur, côté droit non fumeur. Comme si qu'il n'y avait pas de brassage, comme si le truc. Bon, après, il y a eu des choses qui ont mené ceux qui réfléchissent à ces trucs-là, du facteur humain, de beaucoup de choses, pas à interdire des choses, à réglementer plutôt, à mettre une réglementation ferme pour qu'il y ait, pour assurer surtout une sécurité. Voilà. C'est surtout dans le sens de la sécurité. C'est jamais pour réprimander, parce que toute prohibition génère fraude. Ça, il faut le savoir. Toute prohibition génère fraude. Quand tu dis à quelqu'un ne fais pas ça, c'est là où il va le faire. C'est comme les bébés. Mais quand il y a une réglementation, c'est autre chose. Ce n'est plus de la prohibition. C'est comme ça, tout le monde se plie à ce règlement. C'est une charte d'une compagnie. Celui qui signe la charte de la compagnie, il doit la suivre de bout en bout. S'il manque, il y a un manquement, il va avoir des warnings une fois, deux fois, trois fois dehors. C'est comme ça. Nordine, il y Dans a les eu un commandant compagnies. de bord de American Airlines ou la United à l'aéroport de Gatwick. Au moment où il passait le PIF, Ouais. ils l'ont arrêté, ils l'ont présenté directement au tribunal. Hein. Bah oui, probablement, oui. Mais j'ai lu des articles où, dans les compagnies américaines, ils ont un véritable problème avec la drogue parce que
les conditions de travail, il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a rien du tout, et les gens, ils sont tellement stressés qu'il y en a qui prennent de la coke, qui prennent des produits illicites, hein, c'est indéniable. Hein. Et l'alcool aussi, hein, donc ils font très très attention à ça. Et JB, actuellement, il y a même une vidéo où on voit un équipage au niveau d'Orly, contrôlé par le GTA, et ils les ont fait descendre de l'avion. C'était un équipage étranger, c'était des pays de l'Est. L'avion a été affrété en France. Ils avaient consommé de l'alcool. Ils leur Ouais, ont fait l'alcool test. D'ailleurs, on a une note de service où on doit se soumettre à tout contrôle d'alcool test, d'alcoolémie au niveau des aéroports français. On est mis en garde. Il y a plus de, il y a plus d'excuses, il y a pas de, il y a rien. Hein. bien sûr, c'est Même, normal. ça va même Oui, jusqu'au personnel au sol. Tu sais exactement. que quand j'étais à Swissport, dans la formation que je donnais au personnel sol, on était tenu de parler des problèmes d'alcool, de drogue, etc. Parce que un mec qui conduit un traquenard autour d'un avion, s'il est sous, ou bien s'il est sous l'emprise de drogue, ou bien le gars qui fait le pushback ou quoi au caisse, ça peut provoquer des accidents terribles. Donc la prévention des produits illicites est très importante pour tous les personnels. Hein. Free Pilots, exactement, j'ai eu cette expérience, ils ont découvert que je fume plus d'un paquet. Non, moi, chaque fois que je passais ma visite médicale, on me disait, vous êtes fumeur? Je dis, oui, je fume 2 paquets jour. Bon, là, il en fume 4 par jour. Mais j'ai toujours été clair, vous fumez? Oui. Vous buvez? Oui. Oui. Mais il faut répondre, il ne faut pas dire non, parce que ça se saura, Mais bon, tant que ça ne touche pas, encore une fois, le process de santé qui touche la sécurité, bon, c'est vrai qu'un fumeur risque un infarctus plus rapidement qu'un autre. Je te fais pas peur, Morad, c'est pas pour te faire peur. Hein. Et Il y a une voilà. moindre résistance à l'hypoxie aussi. Exact, exact. Donc voilà, bon. Mais ça a tenu pendant 40 ans. Chut, et ça a tenu pendant 40 ans, voilà. Et je fume encore, hein, pour information. Le plus beau cadeau que tu pourrais te faire, ça serait d'arrêter de fumer. Moi, je Voilà, me le suis jusqu'à fait il y a maintenant, 18 il vaut ans en mieux arrière. terminer comme ça, parce que si j'arrête de fumer maintenant, tout le processus va se mettre en branle. Mon corps ne va plus comprendre ce qui se passe. Ah, Il va je, commencer je à... dois, je dois à la vérité de dire que lorsque je me suis arrêté de fumer, il y a 18 ans en arrière, j'ai eu quelques problèmes de voie aérienne supérieure, etc. Et absolument, oui. Et donc, c'est vrai que notre corps s'habitue à la cigarette et quand on l'arrête, il nous le fait payer. Ah, il te fait... Voilà, j'aime fumer. Sur ces belles paroles de fumage, j'aime fumer les cigarettes. Morad, Michel, JB, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous avez entendu la fête. Merci à tout le Également, monde. allez, Michel, bonne fin de voilà, soirée c'était un Bonne et plaisir. soirée. Merci à tout voilà, le monde d'avoir participé. Shukran. Sahaïdkoum On va pour tout le tirer. monde. Merci grand beaucoup. plaisir Shukran. pour tous et ça aide comme, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, Allah ciao, au يخليك. باي revoir. باي.